Et de retour sur votre plateau de votre émission de société. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous rejoindre. Quel bonheur de vous retrouver depuis le port de Jaffa. Et oui, le temps n'est pas au rendez-vous aujourd'hui, mais c'est quand même avec le sourire et la bonne humeur que nous sommes là pour vous. Nous sommes ensemble, je vous le rappelle, tous les jours en live. Société, c'est un autre regard sur l'actualité, mais aussi sur votre quotidien, parce que votre quotidien nous intéresse. Voici le menu que nous vous proposons aujourd'hui. Assurer la sécurité de son enfant, c'est le désir de tout parent. Mais certains sont confrontés à ce défi au quotidien et dans des proportions plus importantes. Ce sont les parents d'enfants qui souffrent de handicap. Pour les aider, une start-up a développé une technologie de géolocalisation qui leur est adaptée. Sport de combat connu pour être particulièrement violent, le kickboxing a été adapté aux besoins des femmes et des hommes qui, en salle de sport, brûlent des calories en mêlant techniques de boxe et d'arts martiaux. Notre grand dossier nous mènera dans le désert israélien près de Dimona à la rencontre des Black Hebrews, les Hébreux noirs en français. Venus des États-Unis il y a 50 ans, ils assurent être les seuls vrais descendants d'Abraham. Dans leur bagage, ils ont amené la soul music, le jazz ou encore le reggae. Et avant de parler innovation, sport et littérature, tout de suite les titres de l'actualité. La traque est terminée. Il n'avait que 15 ans et avait poignardé à mort une mère de famille devant ses enfants. Le terroriste palestinien Otniel a été neutralisé plus de 24 heures après son crime. En plein bras de fer diplomatique entre Israël et l'Union européenne, Manuel Valls, le Premier ministre français, monte au créneau. Il envisage des mesures contre les manifestations du BDS et militants pro-boycott de produits israéliens. La croissance chinoise est au plus bas depuis 25 ans et cette baisse devrait continuer. En 2016, la deuxième économie mondiale s'essouffle, même si elle reste l'un des principaux moteurs de la croissance planétaire. Enfin, tous les écoliers le connaissent et ont lu son livre Vendredi ou les limbes du Pacifique. Michel Tournier, figure de la littérature française du XXe siècle, s'est éteint à l'âge de 91 ans. Et je vous propose de parler start-up avec vous, Audrey Chocron. Bonjour, bienvenue. Comme chaque mardi, vous avez sélectionné pour nous une innovation et aujourd'hui, vous avez trouvé une solution pour les enfants atteints d'autisme. On a souvent parlé de ce handicap, de cette maladie dans cette émission. Vous savez, chers téléspectateurs, l'autisme touche aujourd'hui des millions de familles à travers le monde et un des problèmes rencontrés par les parents est de veiller à la sécurité de leurs enfants. Alors, une société israélienne a trouvé une solution technologique pour garder l'enfant en sécurité et tranquilliser les parents. Audrey, expliquez-nous. Oui, alors tout à fait Valérie, les enfants autistes sont par définition plus vulnérables et donc ils sont malheureusement plus souvent victimes de maltraitance et de violence. Et pour un parent d'enfant autiste, c'est extrêmement difficile de détecter ce genre de problème parce qu'on n'est pas à 100% du temps avec l'enfant et parce que l'enfant en général a des difficultés à raconter ce qui se passe. Quelle est la différence avec les objets connectés que l'on connaît déjà et qu'on trouve aujourd'hui sur le marché? Alors, donc Angel Sense, c'est une start-up israélienne qui a développé une solution pour ces familles. C'est un GPS qui est donc de la forme d'un petit téléphone portable qui va s'attacher aux vêtements de l'enfant et qui va permettre de suivre son itinéraire en temps réel et envoyer les informations sur le portable des parents et donc permettre d'envoyer également des notifications, des alertes en cas de changement d'itinéraire lorsque l'enfant se trouve dans des places qui ne sont pas connues. Alors c'est le coup de cœur de Sidaya et on comprend pourquoi, parce qu'effectivement ça rassure les parents et même au-delà des enfants autistes. Oui, tout à fait. En fait, ça permet de surveiller tout un tas d'autres enfants qui auraient ce problème, mais également des personnes adultes atteintes d'Alzheimer ou même des personnes âgées. Ce qu'il faut savoir, ce que je voulais préciser, c'est que ce petit GPS est attaché aux vêtements de l'enfant avec une fermeture magnétique dont seuls les parents ont la clé. Parce qu'en général, les enfants autistes ont tendance à perdre ou à oublier ou à se débarrasser des objets connectés. Et celui-ci va rester sur l'enfant et permettre en fait d'envoyer des informations aux parents en temps réel. Audrey Chocron, qui est à l'origine de cette start-up? Alors, c'est un père de famille israélien qui s'appelle Doron Samer, qui a lui-même un fils autiste qui a été victime de maltraitance et qui a souhaité en fait développer cette solution. Il a mis à profit ses connaissances en matière de nouvelles technologies, notamment en matière de navigation et géolocalisation,
pour développer cette solution. Alors au-delà de l'aide des enfants autistes, c'est avant tout aux mamans que cette société a voulu s'adresser. Oui, tout à fait. Dans ces familles, les mamans sont malheureusement obligées de quitter leur emploi pour s'occuper de leur enfant autiste. Là, Angel Sense leur propose de prendre un emploi à temps partiel à leur domicile et d'aider les autres parents donc au service client de Angel Sense. C'est donc vraiment une communauté de parents qui s'entraident au-delà d'un simple produit. Ils en sont où dans leur développement? Alors, ils ont lancé leurs produits aux États-Unis, au Canada et en Israël l'année dernière. Et là, ils vont se développer sur l'Europe. Eh bien, d'accord. Donc, Angel Sense, c'est une des nombreuses initiatives israéliennes dans le domaine social. Il y en a d'autres. Absolument, on peut en citer quelques-unes. Un accélérateur de start-up qui s'appelle A3I, qui a été monté pour trouver des solutions pour les handicapés. Également l'unité d'élite de l'armée 8200 qui a développé un programme d'accélérateur de start-up à vocation sociale. Combien ça coûte? Alors c'est $150 pour avoir le produit et ensuite $40 d'abonnement mensuel pour recevoir les notifications sur son portable. Sur son boîtier. Merci beaucoup Audrey Chocron. C'est le moment de parler sport. Vous connaissez tous le kickboxing. Alors c'est de la boxe, on utilise les poings, mais aussi les jambes. Ce sport peut paraître violent, mais vous allez découvrir que cet art martial a su s'adapter à tous les publics, même à vous. Découverte en images du kickboxing avec Isabelle Dajour, on en parle après. Votre meilleur ami s'appelle le kickboxing. Vous ne le savez pas peut-être, mais la pratique de ce sport est non seulement utile pour affermir votre ventre, vos cuisses et vos hanches, mais c'est aussi le partenaire idéal pour brûler des calories. 1 heure de kickboxing égale 750 calories en moins. Le kickboxing d'origine américaine a été créé par Billy Blanks. Il était entraîneur de karaté et désirait développer un sport dynamique en combinant l'art martial avec de la musique. C'était l'entraînement préféré avant un combat. J'enseigne depuis 20 ans le kickboxing, j'ai démarré à l'armée. Ce sport complet allie non seulement des techniques d'arts martiaux, mais en plus booste votre système cardiovasculaire souvent maltraité dans nos vies modernes. C'est une activité aérobique venant des arts martiaux rassemblés, comme le karaté et la boxe thaï, vraiment adaptée aux femmes, aux hommes et même aux enfants, destinée à tous ceux qui désirent un entraînement différent et très intense, avec une montée de pouls qui permet une perte de poids surprenante. C'est un sport qui sculpte le corps, en particulier les abdominaux, avec bien sûr les bras, les fessiers. Tout cela est suffisamment attractif pour essayer. Eh bien, ce n'est pas tout. Le kickboxing est aussi un sport d'autodéfense. De nombreux adeptes le pratiquent pour faire face aux éventuelles attaques. Musculation renforcée, forme physique contrôlée, réflexe, maîtrise, voici 3 bonnes raisons de se laisser tenter. C'est un sport qui brûle beaucoup de calories durant le cours. Aucune interdiction pour pratiquer ce sport, hormis les femmes enceintes durant le premier trimestre de grossesse. Allez, on y va. Je pratique le kickboxing depuis déjà 2 ans. C'est une sorte de grosse fête, on se sent tellement bien après un cours. Tout le stress quotidien oublié. Après mon cours, je me sens toujours plus jeune avec une forme du tonnerre. Je fais en moyenne 2 heures par semaine. La raison pour laquelle je me suis lancée dans le kickboxing était la musique. Je me suis approchée et j'ai vu des gens danser et cela m'a attirée. Il faut savoir que j'avais 20 kilos de plus et je n'avais absolument aucune idée de comment j'allais tenir. Mais l'énergie envoûtante de Keren et des autres membres m'a encouragée. Aujourd'hui, 12 ans après, je continue à être adepte de ce sport. J'aurais aimé vous montrer une photo avant-après. J'ai aussi gagné une posture, une allure et une assurance incroyable grâce au kickboxing. Alors après 1 heure de kickboxing, on se sent très bien. Très fatigué mais en pleine forme, mais très bien. Vraiment, on a libéré toute son énergie de la journée et ça fait du bien. Du coup, là c'était faire un peu de sport de combat mais sur de la musique. On m'a recommandé le kickboxing, des amis qui ont perdu du poids. J'ai moi-même déjà perdu 3 kilos. Je préfère 1 heure de sport que de rester assise devant la télé. Alors n'hésitez plus à évacuer votre stress. Le kickboxing est un sport complet qui a déjà surpris de nombreux détracteurs. Un bon moyen de terminer votre journée, excite la pression, sa discipline intense fera de vous en l'espace d'une séance des déesses des dieux des salles.
Isabelle Dajou, bonjour. Alors, bonjour, mesdames, Valérie. Audrey, Valérie, vous êtes convaincues? Complètement. Parce qu'on a l'impression que c'est quand même un sport qui est dédié à des personnes qui sont quand même en bonne forme physique, des gens qui sont déjà très sportifs. Comment on commence Alors, on pourrait penser que c'est un sport qui est vraiment adapté aux sportifs et aussi au côté masculin. C'est un sport qui est adapté aux hommes, aux femmes, à toute morphologie et tout âge confondu. C'est le trio gagnant en perte de poids, en sculpture de corps et évidemment en cardiovasculaire. Il faut commencer en douceur. On appelle en douceur, il faut écouter son corps. C'est-à-dire, on va commencer le cours qui dure 1 heure. On peut le faire entièrement pendant 1 heure et faire ses pauses quand on en a besoin, reprendre son pouls. Ou, en revanche, selon les dernières recherches, plus on va faire un sport en temps restreint, mais donner 100%, les résultats seront beaucoup plus efficaces. Oui, en tous les cas, on vous adore, Isabelle, parce que vous nous donnez toujours des bons conseils pour perdre nos kilos en trop. Je crois que ça y est, on va se donner rendez-vous, mesdames, à la salle de sport ce soir, ensemble, pour perdre le poids que nous avons en trop. Merci en tout cas de nous le mentionner. Est-ce qu'il y a des contre-indications pour pratiquer ce sport? Alors, hormis le premier trimestre de grossesse, aucune restriction. Ça veut dire qu'au 2e trimestre, on peut faire du kickboxing? Bien sûr, mais le corps est habitué à quelque chose. Ensuite, c'est normal de continuer. Maintenant, sinon on n'aime pas la musique très forte, on n'ira pas choisir ce cours parce que c'est envoûtant. Par la musique, par le cri, par les sifflets de la professeure, c'est extraordinaire. Merci Isabelle Dajou. C'est l'heure maintenant de parler littérature avec vous, Valérie et Man. Alors voilà, après avoir fait du sport, on va se calmer, on va se détendre, on va prendre un bon bouquin. Vous allez nous parler aujourd'hui de votre coup de cœur de la semaine, Le Prétendant de Hanne, excusez mon danois, Vibeke Holst. C'est un livre qui se situe au cœur de la social-démocratie danoise. Pourquoi vous avez choisi ce bouquin, ce livre? Pourquoi il vous a plu? D'ailleurs, il est gros, hein, vous avez dû mettre un temps fou à le lire. Eh bien, absolument pas. Je l'ai lu en 4 jours. Donc, je veux dire à toutes les personnes qui n'ont pas une envie particulière, qui n'aiment pas particulièrement la politique, le Danemark ou quoi que ce soit, qu'en fait, c'est jubilatoire et qu'on passe un excellent moment avec tous ces protagonistes. En fait, on démarre après des élections. Les social-démocrates ont perdu les élections et comme toute bonne société politique, au lieu de remettre en cause la social-démocratie, on remet en cause le président. Et donc, voilà, tout le monde va sortir du bois pour avoir envie de prendre sa place. Et ce livre mélange en même temps les problèmes d'immigration, les problèmes de violence faites aux femmes. Donc, c'est un joyeux mix, mais très, très agréable, vraiment. Comment, finalement, l'auteur arrive à parler de tous ces sujets sans perdre le lecteur ? Alors en fait, les chapitres sont très bien faits. On passe chaque fois d'une personne à une autre, mais on sait tout de suite où on en est. L'idée quand même... On voit l'auteur à l'antenne. Hein ? Oui, très jolie femme, qui était journaliste politique. Hein, donc elle sait vraiment de quoi elle parle. Donc après cette débâcle du Parti socialiste, avec tous les hommes qui sortent du bois, il y a le prétendant aux élections, qui est un homme très très charismatique, qui passe très bien à l'antenne. Et qui est aussi charismatique et intelligent que violent avec sa femme quand il rentre le soir. Donc ça va être le premier sujet assez pénible, surtout que dans une social-démocratie, on s'attend un peu plus d'égalité vis-à-vis de l'humain en général. On pourrait se poser la question de qui sont ces hommes politiques. Hein. Voilà, et en fait, le problème aussi, c'est la double face des hommes politiques, parce que finalement, personne ne sait que cet homme est aussi violent. Jusqu'où peut-on aller ? Est-ce que le public a le droit de savoir ce qui se passe dans la vie privée d'un homme politique ? Quelles sont les limites ? Parce qu'en fait, quand vous lisez ce livre, il est absolument inadmissible pour le lecteur que cet homme puisse tenir les rênes du pays et devenir le futur président du pays. Oui, alors venez nous dire en régie que c'est en 4 jours que vous avez lu le bouquin et non en 7 jours. Bravo. Non, 4 jours, oui, 4 jours, absolument. 4 jours. Dites-moi, comment l'auteur aborde justement le problème de la violence faite aux femmes ? C'est pas facile comme sujet abordé. Non, alors elle fait ça avec vraiment beaucoup d'intelligence. Elle nous fait rentrer dans l'inconscient et dans la psychologie des femmes battues qui sont souvent, en fait, qui ont toujours l'impression que si elles se font battre, c'est de leur faute. Qu'elles ont fait quelque chose qui n'est pas bien, qui ont peur et qui ont culpabilité, évidemment, la peur de parler. La peur de se plaindre, parfois par amour du bourreau et aussi par peur des représailles. On découvre aussi les maisons d'accueil pour ces femmes en détresse et ces maisons, d'ailleurs comme elle le dit, ce ne sont pas des prisons, on ne ferme les portes que de l'intérieur. Donc le deuxième problème des femmes qui s'occupent de ces femmes battues, c'est de les empêcher, parce qu'elles sont libres de faire ce qu'elles veulent, de repartir avec le bourreau qui peut parfois les tuer.
Donc c'est quand même... Et voilà. Est-ce qu'on peut faire le lien, Valérie, entre la social-démocratie et puis l'immigration aujourd'hui ? Oui, parce qu'en fait, on voit bien tout ce qui s'est passé dernièrement dans les pays sociodémocrates comme le Danemark, la Suède. Alors la Suède ouvre ses portes aux migrants et le Danemark, où se situe le livre, essaie justement de restreindre et de légiférer pour ne pas avoir les désagréments, entre guillemets, qu'ont eu en Allemagne, à Cologne et à Stockholm, en Suède. Il y a eu des femmes qui se sont fait violer. La police suédoise n'a pas parlé de ça. Donc c'est un petit peu compliqué, oui. Merci beaucoup Valérie Mann. Voilà, c'est votre coup de cœur aujourd'hui. Anne-Vibeke Holz, ça s'appelle Le Prétendant. Voici un livre que vous nous recommandez chaleureusement, vraiment. Voilà, à lire en une semaine, à la semaine prochaine. Merci. Ils ont quitté les États-Unis pour s'installer en Israël en passant par le Libéria il y a 50 ans. Les Black Hebrews, c'est comme ça qu'ils se qualifient eux-mêmes. Les Hébreux noirs, en français, le grand dossier, s'intéresse aujourd'hui à cette communauté qui affirme être la seule à vraiment descendre d'Abraham. Figurez-vous, dans leur bagage, ces Afro-Américains ont emmené en Israël la soul music, le jazz ou encore le reggae. Fleur Citruc est allée à leur rencontre à Dimona, dans le désert du Negev, où la communauté s'est installée. Regardez. Cérémonie religieuse ou célébration de la vie quotidienne, la musique fait partie intégrante de la vie des Black Hebrews. C'est la chose la plus importante de notre vie, car c'est ce qui a permis à notre peuple de conserver son identité à travers l'histoire. Quand nous avons été emmenés comme esclaves, il nous était interdit de parler notre langue, ni de faire quoi que ce soit en rapport avec notre culture. Les chants, ça nous a permis de garder le lien. Nous chantions par exemple des louanges à la rivière Jourdain, car c'est de là d'où nous venons. Les Black Hebrews sont des Afro-Américains qui affirment descendre en ligne directe d'Abraham. Dans les années 60, Ben Carter, un ouvrier de Chicago, va prôner le retour en Terre Sainte pour sa communauté. Ils sont des centaines à le suivre au Libéria, puis en Israël. Parmi ces pionniers, le bassiste Charles Blackwell, alias Prince Ezekiahu. Il fonde rapidement les Soul Messengers afin de subvenir aux besoins de la communauté. Nous avons commencé à nous entraîner et à bien maîtriser toutes les chansons israéliennes. Notre première performance a été un énorme succès car le public israélien ne s'attendait pas à ce que tous ces visages noirs parlent hébreu. Ça a été un choc pour eux et nous sommes tout de suite devenus célèbres. Pourtant, au départ, ceux qui se présentent comme les seuls vrais descendants du peuple élu trouvent un accueil glacial en Israël. Les Black Hebrews se voient refuser la citoyenneté israélienne et n'ont aucun statut légal. Quand je suis arrivée, nous étions très isolés. Nous étions même rejetés. La plupart des gens nous demandaient « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Ils ne comprenaient pas. Nous leur avons juste dit « Nous sommes venus pour vivre en terre d'Israël. Nous voulons représenter et soutenir Israël. » Mais lentement et sûrement, quand nous avons commencé nos tournées à travers le pays, mon boulot à moi consistait à chanter. L'ensemble du pays a commencé à nous accepter et à porter un regard plus chaleureux sur nous. La chorale, dirigée par Elisheva, et le groupe des Soul Messengers rencontrent très vite un succès international. En Israël, ils sont invités à jouer aux événements officiels et les membres de la communauté participent à des émissions musicales en prime time. En 2006, c'est un Black Hebrew qui est choisi pour représenter Israël lors de l'Eurovision. Ça a été un événement majeur, une grande victoire pour notre communauté. Tout ce qui nous met sur le devant de la scène et permet de montrer à la communauté au sens large ce que nous pouvons faire, eh bien c'est une grande victoire pour nous. Aujourd'hui, la communauté compte 3000 membres, pour la plupart installés dans le village de la Paix à Dimona. Les jeunes ont obtenu la nationalité israélienne et font leur service militaire. La musique, elle, continue de rythmer leur vie. Fleur
Fleur Citruc, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc rendue dans le désert du Negev à Dimona où vit cette communauté. Mais le mouvement des Black Hebrews dépasse évidemment Israël. Oui, d'abord je voudrais préciser pour pas qu'on confonde, les Black Hebrews, ça n'a rien à voir avec les Éthiopiens juifs, qu'on appelle en français les Falachas, ni avec des juifs américains qui seraient convertis en fait au judaïsme. Rien à voir. Là, il est question d'une communauté très particulière. Et pour comprendre qui ils sont, il faut remonter un siècle en arrière, au moment du nationalisme noir qui naît aux États-Unis, en Amérique latine. Eh bien, ce sont des Afro-Américains qui vont dire, nous, nos origines, c'est celle des Israélites de l'Ancien Testament. Nous, on a vécu l'Exode, on a vécu l'esclavage, et donc c'est la même chose. Et un de ces groupes, à Chicago, est mené par Ben Carter, et lui, il va dire, puisqu'on est des Israélites, on va retourner sur notre terre promise. Il emmène son groupe à la fin des années 60. Imaginez toute une communauté qui débarque en Israël. C'était pas un voyage facile en plus. C'était un voyage compliqué qui est passé par l'Afrique, vous faites bien de le souligner. Arrivé en Israël, et là, ils vont mener ce qu'ils appellent the divine lifestyle, la vie qu'auraient mené en tout cas les Hébreux il y a 2000 ans. Imaginez tout un programme, Valérie. Et quand ils arrivent en terre promise, c'est un peu le désenchantement, on va dire, Fleur. On ne peut pas dire que les autorités israéliennes les ont accueillis à bras ouverts. Non, ils ont essayé de les expulser tout simplement à plusieurs reprises. Ils n'en voulaient pas. Qu'est-ce que c'était que ces Noirs africains qui disaient, ces Noirs américains, qui disaient qu'ils étaient juifs? Le rabbinat a dit pas du tout, ils ne sont pas juifs, il faut les convertir. Eux, ils ont dit comment ça? Mais nous, on est seuls vrais juifs puisqu'on est noirs et que les Hébreux étaient noirs. Bon, déjà, ça commençait sur de mauvaises bases avec Israël. Et finalement, petit à petit, grâce notamment à la musique, ils ont réussi à s'intégrer. Ils ont obtenu très récemment, 2009, pour la première citoyenneté d'un Black Hebrew. Et maintenant, les jeunes font l'armée. La consécration, elle est arrivée en 2008, quand Shimon Peres a fêté son anniversaire de 85 ans avec cette communauté dans le Negev. En tout cas, c'est une communauté qui danse beaucoup, on l'a vu sur vos images, et c'est donc grâce à la musique, au rythme, que les Hébreux noirs vont notamment réussir à se faire connaître et mieux être acceptés en Israël. Vous l'avez dit, Fleur, il faut dire que ces Afro-Américains amènent dans leur valise le son originel de la soul, le Motown, comme on l'appelle. Vous le prononcez très bien, le Motown. Et oui, il y a beaucoup de musiciens de qualité parmi ces Black Hebrews. Ils viennent, certains, directement de Détroit, la ville où est né le label Motown. Pour vous donner une petite idée, c'est le label quand même qui a fait connaître Diana Ross, Michael Jackson. Donc c'est la voix authentique de la soul et du R&B. Ils emmènent ça dans leur valise. Elisheva, qu'on a vu dans le reportage, la directrice de la chorale, elle a joué avec Stevie Wonder. Rien que ça. Donc je vous propose déjà d'écouter un petit peu The Soul Messenger, le groupe qu'ils ont fondé. On écoute. Quelle ambiance sur le plateau de Société aujourd'hui, Fleur Citruc. En tout cas, ils ont un gourou, cette communauté. Ils vivent avec des croyances qui sont très particulières. Ça fait quand même beaucoup penser à une secte, vous ne trouvez pas? Alors, ce gourou est d'ailleurs décédé. L'an dernier, ça a plongé dans le deuil toute la communauté. Il avait 4 femmes et 20 enfants. Donc, ils sont polygames. Voilà, et c'est ce qu'il aurait beaucoup reproché à cette communauté. Elle a des croyances très très différentes. Ils sont complètement végétaliens, ils ne portent pas de cuir, ni alcool, ni drogue. C'est plutôt pas mal ça. Moi j'ai été en fait dans leur village et ils sont quand même très ouverts. Les enfants vont à l'école, font l'armée, donc on pense que cette ouverture, leur permettra de s'intégrer en fait. Merci beaucoup Fleur Citruc de nous avoir fait découvrir cette belle et dansante communauté aujourd'hui. Chers téléspectateurs, c'est déjà l'heure de se quitter, que le temps passe vite en votre compagnie. Heureusement, on se retrouve demain, même heure, même chaîne pour notre grand dossier. Il sera consacré à la voiture autonome, figurez-vous, qui se conduit seule, celle dont nous rêvons tous. Restez là.